Chers amis, je vous souhaite le bonjour et la bienvenue dans cette communication. Vous avez pu écouter la première partie de l'épisode précédent sur la visite d'État du roi Charles III, où Guy nous a parlé des plats. Dans quelques instants, vous allez pouvoir écouter la suite, la deuxième partie et la fin de cet épisode où Guy nous parle des vins, des différents vins qui ont été bu. Et dans la dernière partie de cet épisode-là, c'est moi qui vous donne quelques informations diverses et variées. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ne manquez pas de nous faire vos commentaires et à très bientôt. Alors Guy, peux-tu nous parler des bouteilles qui ont été ouvertes et bues? On va parler des bouteilles. Il y a également eu de très très grosses polémiques de la Oui, part de chroniqueurs dans des émissions, on va dire, qui font un peu le buzz, hein, je ne vais pas dire oui, lesquelles, mais enfin, oui, dans des émissions que pas mal de gens écoutent. Et on les qu'est-ce qu'on a connaît tous, raconté, et comme bêtises, et comme inexactitude. tout à fait. Alors, on va commencer par le premier vin, Claude, rappelez-le nous. C'était le Euh, champagne, hein. C'était le champagne, absolument. C'était le champagne. Alors, ce champagne, bon, dont on a annoncé le prix aux environs de 500 euros la bouteille, c'est vrai que ce n'est pas bon marché, il faut bien reconnaître. Oui, mais du Mais Roger c'était une Paul, bon, cuvée Winston Churchill. Alors voilà. je suppose que on a cherché à rendre hommage à la Grande-Bretagne en Oui, choisissant un champagne qui évoquait d'une certaine tout à manière fait, un je pense. personnage Oui, illustre et oui, important de la Grande-Bretagne. oui, Bon, on peut critiquer le prix des vins, nous en reparlerons pour les vins suivants, ça va de soi. On peut critiquer le prix des vins. Maintenant, il faut se rendre compte que nous avons affaire à un banquet d'État où la France reçoit dans un cadre prestigieux le monarque le plus important du monde, en tout cas d'Europe occidentale certainement. Je crois qu'il n'y a que l'empereur du Japon qui puisse au niveau prestige rivaliser avec la oui, avec cour Charles III, d'Angleterre. oui, oui. Bon, on reçoit le monarque le plus important du monde. Euh, Qu'allait-on servir comme vin? Un vulgaire rosé, un vulgaire vin Mm, blanc de Pichet? Non, on mm. servait les plus beaux vins. Au niveau du premier plat, et ça servait sans doute de vin d'apéritif, on a servi du champagne. Ben c'était logique. Maintenant, il y a des champagnes à 10 euros la bouteille, on est d'accord, et puis il y a des champagnes qui coûtent un prix beaucoup plus cher. Faisons remarquer, si les souvenirs sont bons, c'était une cuvée 2014. Bon, Oui, c'était un champagne qui était déjà ancien. mm. C'est un champagne et on sait que un capital immobilisé en cave augmente de prix chaque année parce que c'est la valeur du produit augmentée des intérêts en valeur d'argent qu'il aurait si cet argent-là était placé à la banque. Alors je sais que maintenant, les intérêts à la banque ne rapportent plus grand-chose pour le moment, mais enfin bon, on Mm. considère qu'un produit qui est en cave comme un vin ben, prend une valeur de 3-4% par an Ouais, facilement. ouais, Donc c'était une cuvée qui avait 10 ans. Ben, elle avait un certain prix et c'est certainement, vu le personnage auquel elle est dédiée, c'est certainement un vin qui a je dirais, de finesse, beaucoup d'élégance et un certain prestige. oui. Alors, quand on visite, et c'est le cas, j'ai visité quand même certainement, euh, oh, quinzaine ou une vingtaine de caves de champagne, hein, en tout, parce que, au point que maintenant je ne veux plus en visiter, parce que je sais chaque fois la messe qu'on va me raconter. Il faut quand même se rendre compte que c'est un vin qui demande énormément de manipulation. Oui, D'abord, oui, il y a au niveau de la récolte, je dirais, un cahier des charges très précis au niveau du rendement qui est acceptable. Donc, on taille déjà les vignes relativement courtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des vignes qui ne portent pas 50 grappes par pied, hein. mm. Il y a une quantité très très limitée. Alors, on décide au niveau du banc de vendange et en fonction de l'année considérée, de la quantité qu'on va pouvoir récolter. Et j'ai vu comme ça des champs de vignes, des vignobles entiers, où il y avait encore énormément de raisins dessus. Je me suis inquiété auprès des propriétaires. Je dis, mais vous n'avez pas récolté, ou bien vous n'avez récolté qu'une partie? Ben non,
on ne peut récolter que telle quantité en quintaux à l'hectare. Donc, ça ne sert à rien qu'on récolte plus, parce qu'il faut de la main-d'œuvre pour le faire, hein. Et donc, on ne récolte que les plus belles grappes, et on laisse le reste aux petits oiseaux, finalement. Hmm. Donc, alors, la norme est la suivante. C'est une bouteille par pied, en gros, hein. Ah oui, C'est une ouais, bouteille par ouais, pied, et ouais. c'est l'équivalent, bien souvent, bon, on dit souvent qu'on plante un pied de vigne par mètre carré. Bon, parfois c'est moins aussi, hein. Ça peut très bien être à 8 000 plants plutôt qu'à 10 000 à l'hectare. Mais enfin, Hmm, hmm, voilà un petit peu la norme. Ça veut dire hmm, aussi que le champagne a un prix. hmm. La récolte se fait quasiment exclusivement à la main, d'une part. Je pense même que légalement, elle ne peut se faire qu'à la main. Oui, tout à fait. Euh, on ne peut, lorsqu'on presse, recueillir qu'une quantité donnée de jus qui servira à faire le mou et à faire le champagne. Ensuite, vous avez une première fermentation. Vous avez ensuite un repos en cave. Alors, on est toujours étonné. On se dit, mais c'est un peu bizarre. Le champagne, on doit le boire dans les 3 ans après son achat. C'est une règle. Sinon, le champagne, le bouchon se détériore et le champagne commence à madériser. Hmm. Or, quand on visite les caves, on vous montre des champagnes, des bouteilles qui Oui, ont un siècle, qui ont oui, 120 ans, etc. oh, Mais oui. il faut savoir que ces bouteilles-là n'ont pas subi la deuxième fermentation. Il Hmm, faut le savoir. hmm, Donc, en fait, le champagne ne devient réellement champagne en passant du stade de vin tranquille au vin effervescent que lorsqu'on a ajouté une liqueur, c'est-à-dire en fait un mélange de vin, de sucre et de levure qui va hmm, provoquer cette seconde fermentation en bouteille, ce qui va faire que le gaz carbonique qui va être produit par la dégradation du sucre va se combiner au vin et va donner ultérieurement le mousseux, hmm, hein. hmm, Donc vous avez deux types d'ajout de liqueur, c'est la liqueur de tirage et la liqueur d'expédition. Lorsqu'on va dégorger les bouteilles, c'est-à-dire lorsqu'on va enlever, soit manuellement, soit mécaniquement, le dépôt de levure qui se trouve dans le goulot de la bouteille, on va rajouter une certaine quantité de vin identique pour compléter à niveau la bouteille, parce qu'elle hmm, se remplit bien sûr. hmm, hmm. Et là, à ce moment-là, on va déterminer est-ce que ce sera du champagne brut, un champagne extra brut, un champagne demi-sec, un champagne doux. Champagne doux n'est quasiment plus, je dirais, plus produit. Hein, il n'y a plus que deux maisons, je pense, qui produisent du champagne doux et n'est bu que par les Américains et les Anglais. À ce moment-là, on va, disons, entre guillemets, donner la sucrosité nécessaire Oui, au produit qu'on veut. Mais tout à fait. maintenant, on est vraiment beaucoup dans le brut et Oui. même dans l'extra brut, hein, où on ne met plus du tout de sucre. Hmm, hmm, Euh, cette opération, elle nécessite de nouveau de la main-d'œuvre. Et hmm. on sait que la main-d'œuvre chez nous est coûteuse. Oui, Donc forcément, le champagne ne sera jamais un produit banal, ne sera jamais un produit, absolument. je dirais un produit qu'on De trouve grande pour consommation, de oui. grande consommation. Ce sera toujours un Oui, produit tout à fait. d'exception Oui. et qui plus est pour certaines bouteilles de très grande exception. Alors il y a encore un autre truc avec le champagne qui a choqué certains observateurs au moment du banquet, c'est qu'au moment du toast, quand les deux, enfin le roi et le président ont porté le toast ensemble, c'est que le président Macron a heurté le verre du roi Charles Oui, et qu'on a entendu les verres teintés, alors que oui. normalement on doit approcher les deux verres, mais laisser un Ce- centimètre entre les deux de manière Ah, à ne pas trinquer comme des manants finalement. oui. Bon, c'est de nouveau un truc qui a été soulevé. Mais Ouais. ça situe bien, en fait, la notion qui est, on s'embarrasse moins des convenances Oui, maintenant oui, oui, que oui, ce qu'il oui, a eu lieu il y a oui, quelques années. absolument. Alors, avec le plat, est-ce qu'on sait ce qui a Et il y a été... eu un autre vin, il y a eu le vin blanc aussi, hein. Oui, avec l'entrée, oui, Avec oui, l'entrée, il y a eu un vin blanc qui était un Bourgogne blanc. oui. Je suis allé vérifier aussi un petit peu ce qu'on disait de ce vin-là. Ben, c'est aussi un vin d'exception, bien entendu. Des Bourgognes blancs sont déjà Oui, des déjà. vins plus confidentiels déjà que Oui, d'autres. oui, Quand on parle des vins blancs en France, on va penser tout de suite ben, à la Loire. oui. On va penser également à À l'Alsace, l'Alsace, oui. hein. Et Oui, quand on parle des vins rouges, on va penser à la Bourgogne et à Bordeaux essentiellement, oui, tout en oui, sachant que la Bourgogne produit, je crois que c'est un tiers ou un quart de la quantité de vin qu'on produit à Bordeaux déjà. oui, oui. Donc les vins bourguignons sont nettement plus confidentiels. Et alors les grands Bourgognes blancs sont des vins qui sont généralement des vins produits en petite quantité, avec le Mhm. cépage chardonnay. Et ce sont des vins qui sont des vins extrêmement puissants, extrêmement costauds, très goûteux. Mhm. Et je pense que c'est le vin qui était nécessaire pour le plat
Oui. le plat qui a été servi. Et on est Mhm. aussi dans l'ordre de 400-500 € la bouteille, bien Oui, entendu. oui, oui, oui. Avec la poularde. Ah oui, avec la poularde du château Mouton Rothschild. Alors là, je Ah crois que c'est voilà. le Oui. vin qui a suscité le plus de commentaires et le plus d'inexactitudes. Mhm. Alors, on a servi ce vin en millésime 2004. Alors, expliquons d'abord pourquoi le millésime 2004. C'est un château Mouton Rothschild. Alors, j'ai visité le domaine Mouton Rothschild à 2 reprises. C'est un domaine d'exception, hein, qui était, je dirais, le fief de la baronne, non pas la baronne Nadine de Rothschild, hein, Oui, ça oui. c'est une autre Oui, branche de la oui, oui, famille, oui. mais de l'autre baronne de Rothschild. Bon, c'est un domaine d'exception. Euh, je dirais, on mangerait dans la pelouse tellement elle est taillée à l'anglaise. Les Mhm. bâtiments sont exceptionnels. Alors on vous montre une espèce de, pas dire de grange, mais enfin un bâtiment dans le domaine. Euh, et on vous explique qu'il est rempli de vaisselle. Il est rempli d'assiettes et de services. Et alors la raison, vous savez pour quelle raison il est rempli de vaisselle? Je n'en ai aucune idée. Eh bien parce que la baronne de Rothschild ne voulait jamais manger 2 fois dans la même vaisselle. Ah, Donc, à tous les repas, c'était de la vaisselle neuve et d'un service différent de ceux qu'elle avait déjà utilisés. Donc, si au petit déjeuner, il fallait, je dirais, un nouveau service de tasse, de 6 tasses peut-être, je n'en sais rien, eh bien, il ne servait qu'une fois et puis on les stockait dans la réserve en question. oui, oui, Même oui, chose pour oui, les oui. assiettes. C'est ce qu'on m'a D'accord, expliqué, hein. Bon, d'accord. maintenant, Oui, oui, est-ce que si 25 ou 30 ans après, on lui remettait une assiette qu'elle avait déjà utilisée, elle l'aurait vue, je n'en sais rien. oui, Mais en tout cas, c'est ce qui m'a été expliqué, c'est que elle ne voulait pas manger 2 fois de suite, enfin 2 fois dans la même assiette au cours de sa vie. oui. Donc il y a de la vaisselle là-bas. Alors forcément, tout ça a un prix évidemment, Oui, oui, outre ça. outre les tonneaux, hein, parce que bon, il faut savoir que le vin, lorsqu'il est produit, doit être élevé soit dans des fûts, dans des foudres, dans des tonneaux de chêne ou de bois de toute façon, mais c'est du chêne en l'occurrence, soit dans des cuves en inox. Mm. Alors les grands vins, que ce soit des vins blancs, des vins rouges, des Bourgognes ou des Bordeaux et d'autres régions, on utilise des fûts neufs. Oui, Alors certains châteaux, un peu moins prestigieux, vont utiliser des fûts d'1 an, par exemple, en oui, rachetant oui. des fûts à des châteaux qui, eux, ne les utilisent qu'une seule fois, qu'une Mm, seule fois. mm. Oui, Bon, donc ça a un coût également, parce que acheter une futaille, c'est ce qu'on appelle oui, une futaille, je dis bien, complète chaque année, ça a un coût ça énorme. doit être très cher, oui. Alors forcément, ces vins sont des vins d'exception. J'ai assisté au début des vendanges. Dès que les vendanges commencent, on vous demande de quitter les lieux de peur que vous ne voyiez, je dirais, un grain de raisin tomber par terre. Donc voilà, j'ai vu le raisin entrer chez Mouton Rothschild. On se rend compte. Alors les locaux sont prestigieux, hein, que ce soit les locaux d'accueil, que ce soit les locaux, les caves elles-mêmes, les chais, Ouais. tout a un coût. Donc forcément, c'est un vin qui a une valeur, Mm, mm. intrinsèque énorme. Alors 2004, pourquoi? Chaque année, l'étiquette change. Donc l'étiquette est réalisée par des artistes, je dirais prestigieux. Par exemple, Chagall, qui est le peintre qui a peint le plafond de la salle de l'Opéra Mm, Garnier donc mm, à mm. Paris, l'Opéra de Paris, a également fait une étiquette. Et alors, chaque étiquette doit tourner autour du thème du mouton ou de la vigne, hein, Ouais. puisque mouton Rothschild, vous avez le mot mouton. Vous savez d'où vient le mot mouton? Du tout. Alors, les moutons, ce sont en fait de tout petites collines de graves. Ah oui, Alors, ah les oui. graves, qu'est-ce que c'est? Ce sont les pierres qui proviennent, je dirais, donc de la Garonne ou bien de la Dordogne, Ouais, ouais. qui se sont déposées au cours des âges. Et alors, les moutons, ce sont des petites collines qui sont faites de ces ferrailles sur lesquelles sont implantés maintenant les vignobles. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec l'animal du même nom, Oui, mais oui. on s'est servi du fait que ça s'appelle des moutons pour représenter des petits moutons sur les bouteilles, hein, des moutons, de Ouais, véritables moutons avec de la laine sur le dos. ouais. Donc, chaque année, vous avez un artiste qui réalise l'étiquette et le prince Charles, qui est aquarelliste, avait été sollicité en 2004 pour représenter, pour faire l'étiquette de Mouton Rothschild pour cette année-là. Alors pourquoi D'accord. 2004? Bonne question évidemment, hein. Oui, Pourquoi 2004?
parce qu'on célébrait à ce moment-là les 100 ans de l'entente cordiale, c'est-à-dire Ah oui, c'est ça. de l'entente entre la France et l'Angleterre. Oui, Donc oui. voilà 2004, Mhm, mhm. voilà pour la date. Alors on a voulu honorer, je dirais, le banquet, honorer le roi en servant le mouton Rothschild de cette année-là. Alors Mhm, la bouteille, puisqu'on va parler de bouteille, c'était un double magnum. Alors un double magnum, qu'est-ce que c'est? Le magnum, c'est 2 bouteilles. Le double magnum, c'est 4 bouteilles. pas de Donc c'est bouteille. 3 litres, puisque la bouteille fait 75 centilitres. Oui. La bouteille coûtait dans les 2 700 € la bouteille. Bon. Mhm, J'ai entendu des commentaires de certains chroniqueurs dans des émissions qui font un peu le buzz. Et vous vous rendez compte, on a servi des bouteilles de vin qui coûtent le prix de la valeur de 2 SMIC, etc., etc. Ben oui et non. Effectivement, c'était une bouteille, mais c'est une bouteille qui en vaut 4. Donc, si absolument. on veut, je dirais, ramener les choses à leur exacte valeur, ben, c'est 2700 divisé par 4 et non pas 2700 la bouteille. Donc, Mhm, on commence déjà mhm, comme ça. mhm, Alors, vous êtes tombé, je vous ai montré un article où on laissait entendre que chaque convive était reparti avec une bouteille de vin de cette valeur-là. mhm, Bon, ben, de nouveau, bêtise, hein. Ce n'est pas une bouteille de vin qu'ils ont reçue, c'est une petite plaquette en bronze de peu de valeur qui commémorait le fameux banquet. Donc, de nouveau, si on ne fait que lire la presse à sensation, on est entraîné dans des, je dirais, oui, dans des inexactitudes incroyables. Et dommageable. alors, dernier point, c'est que le fameux vin en question, il a été offert. Mhm, Il a été offert par les vignerons du Bordelais. Donc, mhm, ce vin n'a pas coûté un centime, ni à l'État, ni aux contribuables, ni à l'Élysée, ni à qui que ce soit. mhm, C'était un don. C'était mhm, un don. Donc, les supputations de dire on a servi du vin qui a coûté l'équivalent de 2 SMIC à chaque, par rapport aux contribuables, c'est tout à fait erroné. Le vin a été offert. mhm, mhm. Voilà. Donc, il faut remettre parfois Oui, les les choses à pendules à leur l'heure, les place. choses Tout à fait. à leur juste place. Sait-on ce qui a été bu avec le dessert, avec Eh Ispahan? bien, je n'en ai pas entendu parler et je n'ai pas Non, vu c'est ça, d'article hein? qui en parlait. Ah oui, oui, oui. C'est un petit peu Pareillement. étonnant. C'est un petit Oui, peu étonnant. Alors, serait-ce le champagne qui a été resservi pour le dessert ou oui. bien je n'en sais rien, je On n'en ne sais sait rien. pas. On Alors, ne sait pas s'il y a eu des bon, cafés servis par non, on également. ne sait pas. Mais ce Ok. qu'on a vu surtout, ce sont les invités sortir. Et alors, ils sont sortis à une heure relativement raisonnable, hein. Je pense que Oui, c'était aux environs de 22h30. oui, oui, parce Donc, qu'il y avait un timing précis, oui, hein. oui, le banquet ayant eu lieu à partir de 8 heures, bon, l'arrivée du couple royal, c'était 20 heures. Le temps qu'ils arrivent à leur place, qu'ils s'installent, le temps des discours, ben voilà, le repas n'était pas très très long finalement, hein. Non, 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 C'est c'est un vrai. repas, alors le temps de voir tout le monde sortir à 20 heures, à 22h30. Alors on n'a pas laissé aux gens le soin de pouvoir traînasser à table, hein. Bon, à un moment Oui. donné, en fait, il y a à nouveau une règle protocolaire qui est que quand le roi ou la reine pose leur couvert, tout le monde doit poser ses couverts. Je ne sais pas si ça a été respecté dans ce cas-ci, mais il faut savoir que certains ont déjà eu la mauvaise surprise de voir leur assiette débarrassée avant qu'il n'ait terminé. Oui, tu en as parlé J'en déjà. ai déjà parlé. Et alors, deuxièmement, c'est que bon, lorsque les invités principaux se lèvent et quittent tel lieu, tout le monde doit le faire également. Mhm. Ça, c'est une règle. Donc, comme le timing était très minuté, que le roi et la reine partaient à une heure bien déterminée, ben, tout le monde a dû lever l'ancre et on n'a pas pu s'attarder, à mon avis, pour le café. Oui, oui, oui. Alors, Bon. il paraît que le roi avait aussi émis le désir avant de partir, de visiter les jardins. Alors, quand on Ah dit visiter oui, les jardins, c'était certainement pas un tour de 2 heures dans les jardins avec chaque fontaine, hein. oui, Bon, il a sans doute mis les absolument. pieds dans le jardin, jeté un petit coup Ouais, d'œil sur le début des jardins. Il n'est pas allé faire le tour du Grand Canal, certainement. certainement, certainement. Alors, Guy, penses-tu en avoir pour le moment terminé avec ce repas Je quand pense qu'on même? a bien discouru Tout à fait. du repas On et de ce qui aura, s'est servi. On en oui, reparlera peut-être quand on aura plus d'informations. oui, c'est ça. Ça sera intéressant, justement, comme tu le disais, On a oublié un point important quand même, hein, dans le allons repas. bon, allons Ah bon. oui, Quoi c'est le donc? fromage, hein. Oh, le Ah, fromage. horreur et putréfaction, là, hein. Aïe, 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 mes amis, Un Français qui pardonnez-moi. oublie de parler du fromage Ah dans non, un mais repas, qu'est-ce que c'est pour une histoire? je n'en reviens pas. Heureusement que Heureusement que la les Belgique est là. étrangers sont là Absolument. pour ramener les choses. Alors, le fromage, un trio de fromage. Alors là, qu'est-ce qu'on n'en a pas dit également? Donc, il Ouais. y avait 3 fromages, 2 fromages à base de lait de vache,
un fromage à base de lait de chèvre, et le roi avait insisté pour que les fromages soient à partir de lait cru et non pas de lait pasteurisé. Hmm. Alors, de nouveau, ça a suscité des inexactitudes de la part de certains chroniqueurs, entre autres des émissions, je dirais sur Internet, mais qui passent en direct sur certaines chaînes françaises. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait deux fromages français. Il y avait le pélardon, qui est un fromage à base de lait de chèvre, qui était servi par demi. Donc, on a mis un demi-fromage. C'est un fromage dont on produit à peu près 200 tonnes par an, après ce que j'ai vérifié. Fromage qui se présente sous forme d'un petit palais, soixantaine de grammes minimum. Fromage qui a une pâte molle croûte fleurie au début, et puis qui, comme tous les fromages de chèvre, lorsqu'on les laisse sécher, devient plus dur et plus cassant. Ici, on l'a servi relativement frais, mais avec une croûte fleurie bien formée. Il y avait un comté de 30 mois, donc un comté déjà un petit peu âgé. Ces fromages étaient fournis par un des meilleurs fromagers de France, qui est installé dans l'Ain, si mes souvenirs sont bons, ou dans le Jura, je ne sais plus. Hmm. Maître fromager affineur. Et puis alors, il y avait un fromage anglais, qui est le Stickleton. Alors, j'entendais, quand on faisait état de la lecture du menu, que certains jouaient les malins en disant non, non, c'est pas du Stickleton, c'est du Stilton. Comme si la personne qui avait donné l'information s'était trompée. Ben non, c'était bien du Stickleton, parce que le Stickleton existe. Alors, je vous donne quand même quelques explications. Je suis allé à Stilton visiter les lieux. C'était un dimanche. J'ai pris des photos des vaches dans les pâtures des environs. Alors, Stilton, c'est une petite ville, c'est un gros bourg, en fait, hein. Et j'ai appris à mon grand regret que les petites vaches que j'ai photographiées ne faisaient pas du fromage de Stilton. Ben non, parce que Stilton est une localité qui est dans le Cambridgeshire et le lait ne provient pas de ce comté-là. Il provient d'autres comtés sur le côté, mais qui ne sont pas, je dirais, celui où Stilton se trouve. Donc c'est paradoxal. C'est un peu comme si à Camembert, on ne pouvait pas faire du camembert, quoi. Mais là, c'est Oui, le cas. Donc, on ne peut pas faire du Stilton à Stilton. Mais il porte quand même le nom. Pourquoi? Parce qu'il y a une ancienne auberge qui est un relais de diligence à Stilton, qui est mhm. l'auberge de la Cloche. Et c'est à partir des diligences qui passaient par là que le Stilton, jadis, à l'époque où il n'y avait pas de chemin de fer, était commercialisé en Europe, enfin d'abord en Angleterre et puis en Europe. Donc les fromages des environs arrivaient dans la ville, on les mettait sur certaines diligences qui partaient à Londres. Donc c'est à partir de là que le fromage a été connu. Alors on demandait, le fromage n'avait pas de nom à cette époque-là. Et on disait extérieurement, mais tiens, c'est du fromage qui vient d'où? Et on a dit, c'est du fromage de Stilton. Pourquoi? Parce que la diligence venait de Stilton. Et le fromage a pris le nom de Stilton, tout en n'étant pas produit à Stilton, en fait. C'est Oui, ça oui, l'origine du nom Stilton. Bon. oui, oui. Donc, le fromage était fabriqué par des laiteries et par des fermes, je dirais, des fermes laitières jusqu'en 1988, moment où il y a eu une épidémie de listériose dans le fromage. Hmm. Bon, donc là-dessus, grosse panique parce que quand il y a de la listeria dans un fromage, en principe, on ne le commercialise plus. Hmm. Et la solution était de dire, on va obliger dans le cahier des charges à ce que tous les Stilton soient réalisés uniquement avec du lait pasteurisé. Hmm. Donc depuis 1989, tous les Stilton, et je crois qu'il y a 6 laiteries qui fabriquent le Stilton, pasteurisent obligatoirement leur lait pour l'élaboration du fromage en question. Hmm. Alors le fromage est un fromage très ancien et qui, si mes souvenirs sont bons, au congrès de Vienne avait été élu le roi des bleus. Donc le meilleur fromage bleu du monde, c'était le Stilton. Bon, depuis les Belges sont passés par là et nous avons le bleu d'Achène qui a été couronné meilleur bleu du monde lors d'un concours plus récent. Mais enfin, n'épiloguons pas, Oui, laissons au Stilton le titre de roi des fromages bleus que les Français n'ont pas toujours accepté parce que pour eux c'était le Roquefort qui était le roi bah des oui, fromages eh bleus, oui, hein. eh oui, eh oui. Mais oui, hein, ben, bah, bon. Mais le Stilton est quand même très bon, il faut reconnaître. Oui, oui. Alors, donc, le Stilton, voilà, qui est fabriqué avec du lait pasteurisé. Et puis, c'est comme dans tous les villages, en Angleterre, comme dans les villages gaulois avec Astérix, il y a eu une rébellion parce qu'il y avait toujours un fermier qui fabriquait du Stilton. Quand on dit un fermier, ça dit que c'est pas le petit fermier du coin, c'est, disons, la Oui, belle ferme laitière, hein. oui, Mais oui. bon, il n'avait plus le droit d'appeler son fromage de Stilton parce que lui, il voulait continuer à le fabriquer avec du lait cru. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, ben oui, comment va-t-on l'appeler? Ne peut plus s'appeler Stilton. On est allé voir dans un livre qui date de l'époque de Guillaume le Conquérant et qui est le Doomsday Book. Alors, Doomsday, ça veut dire le jugement dernier. Donc, quand Guillaume le Conquérant
en tant que duc de Normandie, a conquis l'Angleterre, il a fait faire un état des lieux, un genre de cadastre. C'est le fameux Domesday Book, où en fait on a répertorié la majorité, l'ensemble des villes et des possessions d'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il fallait pouvoir, je dirais, prélever l'impôt. Et on ne peut prélever l'impôt que des choses qu'on connaît, évidemment. Hein. Savoir combien de population la ville a d'âme, quelles sont les fermes, quelle est leur étendue, qu'est-ce qu'on y cultive, etc. En allant chercher dans ce livre-là, on est tombé sur l'ancien village de Stilton, qui existait déjà apparemment à cette époque-là, et qui s'appelait Stickleton. Et on a donc décidé, tout en gardant l'idée de Stilton, de l'appeler du nom que la localité portait à l'époque de Guillaume le Conquérant, c'est donc Stickleton, qui est D'accord. devenu le nom du fromage qui est resté, entre guillemets, du Stilton au lait cru. Voilà pour D'accord, la petite d'accord, histoire. d'accord. Ok, bon, ben c'est très bien Le de savoir Stickleton, ça. c'est l'ancien nom de Stilton, et c'est la Oui, version Stilton, mais au lait cru. les crues. D'accord, Et ok. avec ça, on a servi une gelée de Mirabelle. Ah oui. Eh oui. Et je suis allé voir comment on faisait une recette de gelée de Mirabelle sur Internet, bien entendu. D'accord, d'accord. Alors, une gelée de Mirabelle, ça s'effectue un petit peu comme on fait de la gelée de pomme ou de la gelée de coin. On prend des Mirabelles entières, on peut même laisser des pépins, on les met dans une casserole avec un petit peu d'eau. Et on fait cuire gentiment jusqu'à ce que la peau des Mirabelles se détache de la pulpe, en fait. Hein. Mhm, mhm. Et alors, lorsqu'on a cette cuisson, on la filtre, on récupère le jus. Ce jus, on va le resucrer et on va le lier qu'un tout petit peu, 4 grammes au litre de... euh, je cherche le nom qui m'échappe. Ce n'est pas de la gélatine, de l'agar-agar, voilà, Oui, de oui. l'agar-agar. Et alors, on réalise une gelée de Mirabelle avec ça. Alors, ce que je ferai, je vais reconstituer l'assiette pour faire une émission à ce sujet-là. Et je Mhm. vous expliquerai comment on fait soit la gelée de manière plus précise, soit éventuellement une marmelade de Mirabelle. C'est très bien aussi parce que gelée, c'est de la gelée, c'est beau, c'est Oui, translucide. Mais la compotée de Mirabelle ou la marmelade de Mirabelle aura aussi un très très bon goût au final. Hein, donc, il n'y d'accord. a pas de problème. Et alors, il a été précisé que ça avait été servi avec quelques herbettes, quelques jeunes pousses. Allez, Donc, d'accord. je ne sais pas lesquelles, mais on a agrémenté l'assiette avec petit peu de verdure. Voilà. Oui, d'accord. On sait ce qu'ils ont bu? Pas encore, hein. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont terminé avec le bouton Rothschild ou pas? Je n'en sais rien. Hmm. D'accord, ok. Bien, chers amis, on vous en dira plus dans quelque temps quand on en Quand on saura aura un des petit peu, informations quand on aura essentiellement. des Hein. informations précises, ce qui permettra à Guy de refaire, de repréparer les plats et il nous en parlera avec grand plaisir. Alors, c'est un long épisode, hein. On va terminer par quelques informations m'importaient dont il m'importait de vous parler. Et puisque nous sommes dans le vin et la réception de personnes prestigieuses, le pape François est venu à Marseille hein, hier, 24 septembre, et alors, qui dit messe, dit vin de messe. Sans doute avez-vous vu, chers amis, qu'à cette occasion, pour le vin de messe, de cette messe à Marseille, le pape avait choisi un vin sans doute dont vous n'avez jamais entendu parler, qui est la côte roannaise. Alors avec Guy connaît bien aussi cette région, mais Cette une fois, région, et j'ai déjà bu de la côte et rouennaise, tu as bu évidemment. de la côte roannaise, mais Je quand pense tu, même en avoir bu chez Trois Gros si mes souvenirs sont bons, mais je ne vais pas le sans jurer doute, parce que... sans doute, sans doute, tu as bu du domaine Cérol Oui, 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 oui. absolument, Ce vin-là me dit quelque chose, tout à fait. tout à fait, parce que Pierre Troisgros, que l'on a bien connu, n'est-ce pas, Guy, Oui, oui. avait planté avait planté des cépages, des pieds de vigne avec Robert Sérol à l'époque, et maintenant c'est Stéphane Sérol. Mais je parlerai une autre fois Oui, 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 oui. que je connais très bien. Alors revenons à notre vin de Metz. C'est donc une côte rouennaise, un blanc et un rouge, de la cuvée, alors pour le rouge qui s'appelle la Bénisson Dieu, n'est-ce pas, on ne peut pas mieux tomber, Eh et oui. c'est un domaine qui est à Ambière, le domaine de la Bénisson Dieu. Peut-être le Et pape, quand on va, oui, je t'en prie, pardon. peut-être, Quand, oui, je t'en prie, vas-y Guy. elle dit que quand on va à la Bénisson Dieu, il y a un édifice religieux
euh, la même qu'on visite. Je ne sais pas si c'était une ancienne abbaye, mais en tout cas, je suis allé et j'ai visité l'église, en tout cas, l'église de la Bénisson-Dieu. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, c'est le domaine de la bénisson de Dieu appartient à Régis et Aude-Rennes Anouilh, qui sont vignerons seulement depuis 2019 à Ambierle. Ils ont une parcelle de 2 hectares 6. Ils font 13 fûts. Et donc, ce vin a été proposé, ils ont proposé leur vin à la curie, et le pape a donc choisi cette côte roannaise de Ambierle. Inutile de vous dire qu'ils vont sans doute crouler sous Sous les les, demandes. sous les, sous les Oui, demandes. oui. Bon, pour continuer dans cette région lyonnaise un petit peu, on va parler des halles, les halles qui s'appellent Bocuse, les halles Bocuse de Lyon. Donc Paul Bocuse a donné son nom à ces halles qui sont extraordinaires, hein. Bon, évidemment, la carte bleue rougit un petit peu, mais c'est vraiment extraordinaire. Ce sont des produits de toute beauté. Et depuis peu, on peut acheter des produits sur Internet, des produits en provenance des halles de Paul Bocuse. Il y a 55 commerçants, si mes souvenirs sont bons, qui sont installés à l'intérieur de ces halles. Et pour le moment, 14 commerçants adhèrent à ce principe de vente sur Internet, mais ils sont quasiment tous représentés boulanger, pâtissier, boucher, fromager, poissonnier, dans le domaine du vin également. Je suis allé sur le site, c'est vraiment très très bien présenté. Et donc, sachez maintenant, chers amis, que vous n'êtes plus obligés d'aller à Lyon au Hall de Lyon pour avoir ces magnifiques produits. Vous pouvez les acheter sur Internet. Voilà une belle information. Je voulais vous parler des rencontres François Rabelais. Vous savez qu'il y a une université à Tours qui s'appelle François Rabelais. Et il y a notamment cette année d'organiser, dans le cadre des rencontres François Rabelais, un thème qui est réservé aux médias et gastronomie. Ça dure 3 jours, c'est le 16 et 17 novembre, c'est pour les professionnels évidemment. Le parrain est François-Régis Gaudry, qui est chroniqueur sur France Inter, mais nous ne manquerons pas de vous rapporter ce qui s'est dit sur le domaine médias et gastronomie. Ça peut être très intéressant. J'ai regardé un petit peu, j'ai vu qu'il n'avait pas parlé de podcast. Bon, alors on verra pour les fois prochaines, mais c'est sans doute très intéressant parce que comme vous avez pu le constater dans ce que Guy nous a dit par rapport à ce repas à Versailles, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par les médias. C'est de la désinformation pure et simple, voire même, bon, je n'irai pas plus loin, mais c'est quand même parfois très désagréable. Et pour terminer, non, j'ai encore 2 choses à dire. Ah oui, on est sur Tours Roanne, et je voulais vous parler aussi très brièvement de Roanne. Il se trouve que il y a depuis le Covid un mouvement où les gens veulent fuir les grandes capitales, soit Paris ou Lyon ou d'autres capitales, mais pour Paris et Lyon, eh bien, les gens viennent à Roanne qui, dans le passé, était une ville dont l'économie était très florissante avec ce que l'on appelle la bonneterie, c'est-à-dire Oui, oui, oui. hein, la fabrication de tissus éponges plein d'autres choses, et Et aussi de vêtements pour les bébés nouveau-nés, des choses comme ça. absolument. Donc c'était très important. Il y avait aussi l'Arsenal qui avait beaucoup chuté, mais malheureusement, à cause de la guerre en Ukraine, reprend de la vigueur pour l'Arsenal. Mais aussi, il y a plein d'autres industries. Donc Roanne est une économie qui redémarre, qui se vivifie. Et donc, les gens sont aperçus que c'était une ville très agréable, dans une campagne très agréable où il y a d'excellents produits, on mange remarquablement bien.
bon, je vais quand même citer la Maison Trois Gros, dont une partie Mais on mange également très bien dans les petites localités des environs, hein. Faut pas oublier. absolument, absolument, On n'est pas loin non plus des églises du Brionnais. tout à Donc, il y a fait. toute une série de petits trésors à aller visiter. Et pour avoir connu la région de manière assez intime, je vais dire, il y a toute une série de petits restaurants. On va dire des restaurants, quand on dit populaire, ce n'est pas au sens péjoratif du terme, hein, mais des restaurants qui n'ont pas vocation à avoir des étoiles, mais où on sert une nourriture excellente, avec des Oui, produits du terroir, des plateaux de fromage de chèvre, des environs, avec un savoir-faire dû aux jeunes cuisiniers ou aux cuisinières, que ce soit parfois des cuisinières, disons un peu façon mère lyonnaise, ça existe encore, ou oui, bien alors, je dirais, des jeunes chefs qui essaient de se lancer, de se faire connaître. On mange parfaitement bien dans cette région de Roanne, hein. On n'est pas loin de Lyon, évidemment, mais on absolument. mange très, très bien. Absolument. Et la côte rouennaise est tout près, donc on a tout ce qu'il faut. Donc, chers amis, j'ai un dernier point dont je voulais vous parler, et Guy vous en parlera un petit peu aussi. Il y a à Arras, au mois d'octobre, le 7 octobre, l'après-midi du 7 octobre, la finale du championnat du monde de la frite, des frites. Quand même, Eh oui. voilà, hein. Alors, le parrain est toujours François-Régis Gaudry, voilà. Et donc, il y a quatre thèmes. Il y a la frite authentique. Donc là, c'est pour. Il y a des éliminations avant, hein. Alors, il faudrait vraiment rentrer dans le déroulement. Je ne vais pas le faire maintenant, mais sachez qu'il y a quatre thèmes. La frite authentique, qui est réservée aux professionnels de la restauration. Il y a la frite créative. Là, tout le monde peut concourir dans cette catégorie. Il y a la frite familiale qui est ouverte aux amateurs aussi. Et il y a en annexe la sauce frite de l'année, évidemment. Ah, Hein, voilà. Donc ici, on ne parle pas de la frite elle-même, mais bien de sa meilleure et indissociable amie, la sauce. est-ce que vous savez, Claude, parce que ici vous m'avez appris quelque chose, je ne savais pas que c'était un concours qui se déroulait en France. Est-ce que vous savez qu'il y a des liens possibles, probables entre Arras et la frite? Je Je pense pense que que je vais vous apprendre quelque tout à chose. fait, tu vas me l'apprendre, Guy. Alors, il se fait, et vous devriez sans doute le savoir, c'est que la région d'Arras nous a été volée, à nous les Belges, hein. Ah, voilà, voilà, Ben voilà. oui, encore une fois, hein, à l'époque de Louis XIV, il a étendu son précaré vers le nord, donc il a annexé l'Arras, il a annexé la région de Lille, etc. Ah, Eh ouais. bien, Arras est le lieu de naissance en 1526 d'un personnage qui est Charles de l'Écluse. Est-ce que vous savez ce qu'a fait Charles de l'Écluse? Euh, Pas vraiment. Alors, Charles de l'Écluse était donc un médecin et un botaniste flamand de langue française, puisque Arras était en Flandre, je dirais, enfin en Flandre au sens général du terme, hein, parce que c'est à Hum, l'Artois évidemment, mais hum, hum, on y parlait une langue romane qui était donc forcément le, 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 le picard, mais qui est devenu, enfin qui était le français finalement, une branche du français. hum. Et alors, notre ami Charles de l'Écluse était donc le premier créateur des jardins botaniques d'Europe à Leyde. Leyde, c'est une ville qui se trouve aux Pays-Bas, hein. Ah oui. Et alors, c'était à la fois un mycologue, c'était le premier mycologue du monde, mais également le fondateur de l'horticulture moderne. Et il a Ah, également, je dirais, participé à l'élaboration de la culture de la tulipe, dont on sait que les Pays-Bas sont vraiment les champions du monde. oui. Alors, il est né à Arras, mais il ne s'est pas contenté de participer, je dirais, à l'élaboration des oignons de tulipe et des choses comme ça. Il a également vraiment œuvré à l'introduction de la pomme de terre. D'accord. Et alors, ce faisant, évidemment, bon, pomme de terre et, je dirais, et frites, il n'y a qu'un pas. Et alors, Oui. en fait, je vous explique un petit peu l'histoire. Donc, c'est un des premiers à donner la description scientifique de la pomme de terre, Papas peruanum, hein, donc elle vient du Pérou, en 1601, donc plus d'un siècle avant Parmentier. Mhm. Et il a vraiment participé à la diffusion de la pomme de terre en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, puisqu'à cette époque-là, donc nous étions encore
je dirais, au niveau des Pays-Bas, d'abord espagnols et puis autrichiens, mais c'était des possessions des Habsbourg. hum, Donc, tout ce qui était Pays-Bas du Nord, Pays-Bas du Sud, la Belgique et Allemagne faisait partie d'une même entité, hein, finalement, hum. sous la couronne des Habsbourg. Bon, entre-temps, le Saint-Empire romain germanique, l'Allemagne s'était détachée, mais enfin, c'est lui qui a véritablement, je dirais, promu la pomme de terre dans nos régions du Nord. Ah oui. Donc, je ne serais Hum. pas étonné que faire un concours sur la frite n'ait pas une petite relation avec Charles de l'Écluse, qui est originaire d'Arras. Voilà. Sans doute, sans doute, C'est sans doute. possible, hein, voilà. Oui, oui, c'est bien possible. Écoutez, chers amis, après cette longue parlotte que nous avons eue avec Guy, on espère que ça vous aura intéressé beaucoup. Je pense que nous aurons quelques questions ou quelques demandes de précision, ou peut-être avez-vous été peut-être entre guillemets choqué par ce qui a été dit. N'hésitez pas à nous en faire part. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Guy, merci beaucoup pour ce magnifique épisode. À Euh, bientôt, Claude. à très bientôt, chers amis, à très bientôt. Bye bye.